Alors, Madame Ferretti, on vous a invité parce que vous avez été détenue pendant les événements d'octobre 70. Avant qu'on parle de votre arrestation, des circonstances, euh, quand la crise d'octobre commence, là, le 5 octobre 70, James Cross est arrêté. On apprend par un communiqué que le FLQ a un certain nombre de conditions. Faire lire le manifeste, faire libérer 23 prisonniers politiques. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est une totale surprise pour vous? Une totale surprise. Et ma toute première réaction a été de contentement. Puis après coup, après analyse, et surtout au fur et à mesure que les événements se développaient, je suis devenue beaucoup plus critique en ce sens que la moindre analyse politique pouvait nous indiquer qu'on n'est pas dans un pays où ça peut fonctionner. Ça ne peut amener que la répression. Et puis, ayant tellement milité, étant présente dans l'organisation des manifestations, moi, je doutais fort que ce soit un mouvement qui soit vaste. Je ne pouvais pas m'imaginer que c'était aussi réduit qu'on l'a découvert par la suite, mais je n'ai jamais cru non plus que c'était très organisé, très vaste, parce que je ne voyais pas d'où ça serait sorti. Alors, dans ce sens-là, après les premiers jours, j'étais plutôt contente. Je disais, bon, enfin, il se passe quelque chose. Mais assez vite, j'ai été critique. Et là, en fait, il y avait deux demandes essentielles. Là. Il y a, bon, on veut s'en aller, on veut un avion, on veut 500 000 là. Bon, ça, c'est un peu accessoire. Les deux demandes essentielles, c'était la libération de 23 personnes Déjà déjà en emprisonnées, prison, oui. qui avaient été condamnées pour des vols de banque, poser des bombes, des trucs comme ça. Et qu'on appelle des prisonniers politiques. Vous, avez-vous un problème avec cette appellation-là, prisonnier politique? Pas du tout. Parce que dans l'intention de ces gens-là, même s'ils ont fait, par exemple, un vol de banque, c'est un crime ordinaire, mais dans une organisation politique qui veut, comme eux voulaient, être un mouvement clandestin, révolutionnaire et tout, ils agissaient en fonction d'un but politique. C'était pas des crimes de droit commun, même si l'acte en lui-même. Alors, non, moi, je n'ai pas de difficulté à dire que c'était des prisonniers politiques. OK. La veille du déclenchement, en fait, quelques heures avant le déclenchement de la loi des mesures de guerre, le 15 octobre, jeudi 15 octobre, Il y avait une grande en assemblée soirée, publique il y avait une grande assemblée du au FRAPP. centre Paul Sauvé. Est-ce que vous y étiez? Je voulais y aller. Oui. J'en ai été empêchée. Moi, j'étais mère de famille, n'est-ce pas? Ouais. Et mon fils, dans l'après-midi, vers 4 heures, s'était cassé un bras. Et nous étions à l'hôpital. J'ai été obligée de partir à l'hôpital et ça avait été très long parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les médecins faisaient la grève contre l'assurance maladie à ce moment-là, ou l'assurance hospitalisation. Maladie qui allait être adoptée la nuit suivante. Bon, Oui. alors voilà. Donc, je n'ai pas pu, mais j'aurais bien aimé y aller. On pourra montrer un petit extrait. Parce que vous l'avez peut-être revu à la télé, je ne sais pas, mais... On va s'organiser intelligemment, on va choisir nos terrains et nous vaincrons! Certains disent que ça a contribué à faire peur aux gouvernants, ça, d'entendre tant de gens scander un slogan d'un groupe qui vient de faire un enlèvement. Ça ne leur a pas fait peur parce qu'ils savaient depuis au moins 3 mois qui étaient
les membres des diverses cellules du FLQ. Et tout ça a été exploité par les gouvernements à Ottawa comme à Québec. Et même à Montréal, Jean Drapeau et Saunier n'ont pas été les moindres. Hein? Le sang va couler dans les rues de Montréal. Non, ça a été une exploitation d'une... L'événement a eu lieu vraiment, puis les jeunes, là, bon, on a vu, c'est presque tous des jeunes, puis le FLQ, c'est qu'on était à l'époque des mouvements de libération nationale à travers le monde, et puis on se sentait comme inscrit dans ce mouvement. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas les conditions de l'Algérie ou de Cuba ou je ne sais pas, ou l'Uruguay. Puis c'est ça. On est dans d'autres conditions qui faisaient que ça rendait inopérant ce type de stratégie. Néanmoins, que des jeunes se soient enthousiasmés, le contraire serait bien décevant. Le contraire serait bien décevant. Mais vous dites, parce qu'on était une démocratie, on n'avait pas les mêmes conditions que ces pays-là, mais par ailleurs, d'autres vous diraient, c'était l'année où il y a eu des élections en 1970, le PQ a eu 23 du vote, à peine 7 députés. Il y a eu le coup de la Brinks. C'est aussi des formes de violence antidémocratique. Bien, pour moi, la violence au Québec, depuis 1759, la conquête anglaise, la violence, c'est une violence d'État. Ça a toujours été l'État qui a agi de façon violente, de façon, je dirais, terroriste contre le peuple québécois. Rappelez-vous, en 1810, quand Craig ne voulait pas qu'il y ait encore une fois des élections par le Parti patriote, il a fait envoyer l'armée qui circulait dans les rues de Montréal et de Québec pour faire peur aux gens et les empêcher d'aller voter. Ensuite, en 1837, on sait, là, la même chose, envoyer une armée de 10 000 hommes, qui était l'armée la plus puissante du monde à ce moment-là, l'armée anglaise, contre une bande, tu sais, il y était quoi, des paysans là, qui faisaient fondre leur cuillère pour faire des balles. Après, l'affaire Riel, ça se passe là-bas, mais c'est québécois, en ce sens que le but était, les orangistes de l'Ontario voulaient empêcher que les Canadiens français aillent s'établir au Manitoba et créer une nouvelle province française métisse. Alors, ils ont tout fait. En 1917, pour la conscription, ils ont tué 5, ils ont tiré dans la foule à Québec, la foule de manifestants, mais ça a toujours été comme ça. Le coup de la Brinks, c'était pour empêcher les Québécois de voter pour le Parti québécois. Non, le terrorisme, à mon avis, puis je pense que n'importe quel historien qui veut fouiller notre histoire en partant de cette hypothèse pourrait démontrer que l'État canadien, l'État anglais puis l'État canadien ont été des États terroristes contre le Québec. Vous, comment s'est déroulée votre arrestation? Oh, c'en est quasiment comique. Ils sont arrivés 6 voitures, 11 hommes armés jusqu'aux dents. Ils viennent arrêter une femme, une mère de famille connue c'est sûr que j'étais une militante très engagée, j'organisais des manifestations. Mais justement, c'était très clair, étant si public que je n'étais pas dans la clandestinité, que je ne pouvais pas. Ils sont arrivés et puis ils sont entrés dans la maison et j'avais des enfants. Et ils ont fouillé, ils ont jeté tous les livres de la bibliothèque à terre. Ils ont même vidé les boîtes de cornflakes, de céréales. Je ne sais pas s'ils s'imaginaient ce qu'on peut cacher là-dedans. Et puis, savez-vous ce qu'ils ont pris finalement? Un livre qui s'appelle « La Révolution selon Saint-Just ». C'est pour ça que je vous dis, moi, je trouve ça... Ils étaient d'une ignorance. J'avais des livres bien plus révolutionnaires, mais il n'y avait pas le mot « révolution » sur le titre. Alors donc, ils ont pris le seul livre qui avait le mot « révolution » dans le titre, La Révolution selon Saint-Just. Et puis là, j'ai demandé de téléphoner à mon mari pour qu'il vienne, vu qu'il voulait m'amener, qu'il vienne garder les enfants.
Et bizarrement, ils ont dit oui. Bien, pendant ce temps-là, ils fouillaient la maison. Alors là, mon mari est arrivé. Et puis là, ils m'ont dit, apportez-vous une brosse à dents. Alors, ben, j'ai dit, c'est pas nécessaire. Moi, c'est tellement stupide, votre arrestation. Je vais être revenue avant la fin de la soirée. Je n'ai pas cru que j'étais arrêtée. Pourtant, j'entendais. Et combien là, de temps vous avez été en détention? 51 jours. Et 21 jours incommunicado, enfermée jour et nuit dans une petite cellule avec le néon au-dessus de nos têtes. Allumé. Allumé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, et puis après 21 jours, la loi disait que pour garder quelqu'un, il fallait l'accuser d'un délit quelconque. Alors, ils ont inventé un nouveau délit qui était appartenance au FLQ. Et donc, j'ai été accusée d'appartenance au FLQ. Avez-vous déjà appartenu au FLQ? Jamais. Pour une simple raison, peut-être que, je ne sais pas, je me serais peut-être laissée tenter, mais personne ne m'a jamais approchée. Je crois que ma condition à moi faisait que ça n'intéressait pas ces jeunes-là. J'avais déjà 35 ans, moi. Hein? J'avais plus 20 ans. Et j'étais mère de famille et puis personnage public, connu. Je n'ai même jamais été approchée. Vous auriez été peut-être un peu trop visible pour eux. Oui, ça? c'est ça, probablement. Vous dirigez le FLP, c'est ça? Ah, ça, c'est... Déjà, c'était... J'avais quitté, je crois... Non, ça n'existait plus. Okay. Ça s'appelait Front de libération populaire. Ouais. C'était à la suite de... Quand j'ai quitté le RIN, c'était un mouvement qui se voulait d'éducation populaire puis de propagande, dans le vrai sens du mot. Voilà. Et ça, vous aviez quitté ça à quel moment? Bien, ça... C'est-à-dire que quand j'ai fondé le FLP, pour moi, l'objectif majeur, qui a toujours été, qui continue, c'était l'indépendance du Québec. Une indépendance qui se voulait, c'est sûr, une libération non seulement politique, mais sociale, une vraie libération nationale. Mais j'étais pas communiste, disons. Et là, les petits jeunes qui sont venus se joindre au noyau, moi, puis il y avait Fernand Robideau, enfin des gens qui avaient quitté le RIN avec moi, eux se sont arrangés pour qu'on soit littéralement noyautés par des gens que l'indépendance était le second objectif. Pour eux, c'était instaurer un État socialiste. Et ça, moi, ma priorité, c'était, je veux une indépendance à gauche, je le veux encore aujourd'hui, mais c'est ça ma priorité. Le groupe s'est radicalisé malgré vous? Malgré moi, certainement, et même contre moi. Ils se sont emparés du journal que j'avais fondé qui s'appelait La Masse. Et puis là, les articles, je lisais ça, puis je disais, ça se peut pas, c'est pas le mouvement que j'ai fondé. Et puis voilà. Le bébé, vous... Le bébé, oui, oui. a coupé son cordon lui-même. Puis très rapidement. OK. Donc, vous êtes accusé d'appartenance au FLQ. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé de cette accusation-là? Au 51e jour, j'ai été sortie de ma cellule, amenée devant un juge qui a prononcé un nolle prosequi. Ça signifie pas matière à procéder. Et ils m'ont envoyé, jamais eu un mot d'excuse, jamais rien. Non, nolle pas. Ils m'avaient gardé 51 jours dans des conditions, surtout les 21 premiers, pas drôles du tout. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire des conditions de votre détention? Bon, d'une part, la première chose et la plus terrible, c'est quand on arrive. Parce que là, ils nous mènent dans une situation d'abord inattendue et très humiliante. C'est la prise des empreintes digitales, c'est des photos de face, de côté, des vrais bandits, et c'est la fouille corporelle. C'est épouvantable quand on ne peut pas s'attendre à ça. On n'a jamais rien. On n'est pas des bandits. Bon, après, ils nous amènent dans une cellule très petite. Quand j'étendais les bras comme ça, je pouvais toucher au mur. Dans ce sens-là, c'était à peu près un peu plus long que oui, voilà. Et puis,
on avait un petit lit de grillage là, en acier, une couverture grise là-dessus, un bol de toilette et un lavabo. Et c'était ça. Et qu'est-ce qu'on le vous dit néon continuellement allumé au-dessus de la tête. Et les cellules, c'est 2 murs parallèles comme ça, durs, là, normaux. En face, c'est la porte avec le Judas. Et derrière, c'est une rangée de 6 barreaux, 4 barreaux. Et c'est grâce à ces barreaux qu'on pouvait se parler d'une détenue à l'autre. Et donc, c'est ça là, pour le matériel, si on veut, les conditions. Ensuite, dans mon cas, ce qui a été aussi assez terrible, c'est que j'ai été 11 jours avant d'avoir mon premier interrogatoire. Et je voyais bien que, excepté justement les 4 filles qui étaient à côté de moi dans la grande ligne duel, toutes les autres, dès qu'elles étaient interrogées, étaient relâchées. Alors moi, j'avais hâte, j'espérais mon interrogatoire désespérément, à tel point que le 8e ou 9e jour, naïve comme ça ne se peut pas, je dis à la matrone, je pense qu'ils m'ont oublié. Voulez-vous leur dire que je suis là? Tellement j'avais hâte qu'ils viennent, certaine que lorsque je serais interrogée, je serais libérée. En plus, on ne sortait jamais pour manger. On ne sortait pas dans la cour, tandis que vous savez, la discrimination envers les femmes, l'inégalité, je devrais dire, elle va jusque dans la prison. Les hommes étaient prisonniers au 10e étage de Parthenay. Et là, le 10e étage, c'est une vraie prison. Alors, ils étaient incommunicado. Bon, il n'y avait pas accès à leur famille avec l'extérieur, mais ils pouvaient aller manger dans un réfectoire tous ensemble, aller faire du sport. Il y avait une salle de sport pour jouer à la balle et tout. Nous, on était 24 heures sur 24, les femmes, dans notre cellule. Et ça a duré 21 jours. Et la nourriture, monsieur, c'était vraiment ce qu'on appelle, là, on lit ça dans les livres, on pense que c'est pas vrai, des écuelles, avec un plateau comme ça, avec un petit creux, à peine creusé pour la soupe. Ensuite, un autre petit creux pour le plat principal, un petit creux pour le dessert. Mais comme ils transportaient ça dans des chariots, quand notre plateau arrivait, la soupe avait renversé dans le dessert. C'était atroce. C'était vraiment... Qu'est-ce qu'on vous a dit parce que vous dites, vous m'arrêtez, pourquoi, là? Quel échange vous avez avec les policiers quand ils viennent vous arrêter? Les policiers, c'est le silence absolu. Quand ils sont venus pour m'interroger, la première fois, le 11e jour, je les suivais, puis j'étais tellement contente. Et je leur demande seulement quel temps il faisait dehors. Ils ne répondaient jamais, jamais. Quand on a été amené au 10e, justement, parce qu'il y a une cour dans le Parthenay, alors pour être accusé, quand on nous a amenés, bon, enfin, ils nous sortent ensemble, les 6. On s'est vus pour la première fois, ça faisait 21 jours qu'on se parlait, mais on se voit pour la première fois quand ils viennent nous chercher. Ils nous mettent dans un ascenseur, on leur demande « Où nous amenez-vous? » Pas un mot, non. On ne savait jamais d'une seconde à l'autre ce qui pouvait nous arriver. Je recule juste un petit peu. Quand ils sont venus vous chercher chez vous, qu'est-ce qu'ils vous disent des motifs de votre arrestation? C'est la loi des mesures de guerre. Et puis, oui, non, ils ne m'ont pas donné aucune accusation précise. Et je crois qu'ils n'accusaient personne à ce moment-là. Les accusations sont venues plus tard. Là, vous avez dû leur demander, avez-vous un mandat? Pourquoi vous m'arrêtez? Ah, bien, c'est ça, justement, là, c'est le fameux mandat. Ben oui, bien, c'est ça, ils disent, on n'a pas besoin de mandat, c'est la loi des mesures de guerre. Et moi, j'imagine l'étonnement de ceux qui ont été arrêtés à 5 heures, puis 6 heures, puis 7 heures le matin avant d'avoir le temps d'écouter la... Moi, au moins, j'avais entendu la radio depuis le matin, et je savais un peu là, ce que c'était, cette fameuse loi des mesures de guerre. Et est-ce que vous vous doutiez qu'ils viendraient cogner à votre porte? Ça m'aurait bien... Je ne me souviens pas si je m'en suis doutée, mais je ne l'ai pas redouté, en tous les cas.
Parce que, bon, vers 4 heures, comme je vous dis, moi, j'allais accompagner mes enfants à l'école, j'allais les chercher. Là, quand je vais chercher mon plus jeune vers 3 heures, bien, il y avait le bras cassé, l'amener à l'hôpital. Non, ça, c'était la veille, veille. mais j'étais revenue tôt le matin avec le petit. Non, au fond, j'ai vécu ça dans une espèce d'inconscience cette journée-là. OK. Je serais malhonnête d'en mettre, là. J'ai vécu ça. Je n'ai ni douté, ni redouté, rien. C'est quand ils sont arrivés, je n'ai pas été plus surprise qu'il faut, mais je ne peux pas dire que je les attendais. OK. Vous parliez de votre interrogatoire. Est-ce que c'est Julien Giguère qui vous interroge? Ils étaient toujours 3. Hein? Ouais. Il y avait ce représentant municipal, provincial et fédéral. OK. Oui, ça, à tout le monde, c'était comme ça, ils étaient 3. Et dans un des 3, il y avait un monsieur Giguère. J'imagine que ça doit être celui-là, là, où il y avait un monsieur Et Giguère. qu'est-ce qu'il voulait savoir dans l'interrogatoire? Premièrement, c'est toujours la même chose. Hein? Ils veulent te faire peur. Ils veulent te contraindre. Là, on traverse le corridor, 2 corridors, on arrive dans la fameuse salle d'interrogatoire et c'est pas très grand. Il y a une table, 3 chaises d'un côté, une chaise de l'autre où ils me font asseoir. Et la première chose qu'ils me disent, il n'y a pas de fenêtre. Vous savez, vous êtes dans une pièce insonorisée. Ça, c'est tout à dire, on peut te faire ce qu'on veut. Et personne ne Tu va peux entendre. crier, tu peux faire, c'est ça. C'est tout de suite la menace. Pas une menace, diront. Mais ils te font remarquer, parce que tu ne penses pas à ça, hein? Vous savez, vous êtes dans une pièce insonorisée. Après, là, c'est vraiment les tactiques communes qu'on lit dans les romans policiers. Tu sais, tu as toujours un policier qui est plus gentil que l'autre. Et puis, Good cop, bad cop. c'est exactement comme ça. Là, il y en a un qui m'a même offert de m'envoyer chercher un sandwich. Et puis, finalement, c'est celui qui paraissait le plus gentil qui était le chef, au fond, de l'interrogatoire. Donc, il y en a un qui était assis, celui qui était assis en face de moi, avait un épais dossier. Et là, tout ce qu'il a fait pour commencer, il ouvrait une page, puis il disait un nom. Vous le connaissez? La chance que j'ai, moi qui ai toujours détesté ça quand on fait de la politique, de ne pas avoir la mémoire des noms, n'est-ce pas? C'est pas très populaire, mais je n'ai jamais eu, c'est pas une question de vieillesse d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu la mémoire des noms. Alors, peut-être que j'en connaissais quelques-uns qui ont nommé, mais je ne mettais pas de visage. Non, je disais toujours non. Alors, voilà. Et mon premier interrogatoire a duré, c'est pour ça qu'à un moment donné, il m'a offert d'aller chercher un sandwich, a duré un bon 4 ou 5 heures. Toutes sortes de questions. Puis moi, ça a duré 1 heure de plus à cause de moi, en ce sens que, c'est drôle, à un moment donné, je me mets à leur faire un discours politique. C'est-à-dire, je voulais les convaincre qu'ils avaient tort de faire ce qu'ils faisaient, qui était du mauvais côté des choses. C'était pas moi là, qui était du mauvais, c'était eux. Parce que je disais, vous êtes des Québécois. Vous vous rendez pas compte, là? Alors, ils m'ont laissé parler. Pendant tout le temps que j'ai voulu, je pense qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que j'étais bête comme ça. C'est pas ça qui allait vous faire sortir Non, de là. c'était pas ça.